c'est parti pour les conducteurs métalliques. Alors, en électrostatique, c'est finalement un des trucs les plus importants, juste parce que on met des morceaux de métal partout et que parce que c'est ça qui conduit le courant. Donc on a envie de savoir comment ces milieux-là se comportent et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, comment calculer le champ qu'ils génèrent, etc. On va là vers une notion importante qui est celle de capacité et la capacité d'un condensateur. Donc le fonctionnement des condensateurs, c'est ça le truc qui nous occupe. Donc youpi, on va commencer donc par considérer un morceau de métal. Alors un morceau de métal, ça a ceci de particulier. Je vais le dessiner comme ça. Ça a ceci de particulier que les électrons à l'intérieur sont parfaitement libres de bouger. Ils sont libres parce qu'ils ne sont pas attachés aux atomes. Et donc pour eux, un morceau de métal, c'est strictement comme une grande boîte. Et dans cette boîte, ils peuvent aller où ils veulent. Alors on va supposer, par exemple, qu'on essaye d'imposer un champ extérieur. Voilà, un champ électrique extérieur. Si on imagine les électrons libres de bouger à l'intérieur du métal, donc naïvement on les représente comme des petites sphères, ils vont être sensibles au champ électrique et ils vont notamment subir une force qui va les pousser d'un côté du métal. Et ce faisant, ils n'ont pas le droit de sortir du métal, donc ils vont tous aller se coller en bordure, si bien qu'au final, on va voir apparaître à la surface du métal une densité surfacique de charge sigma. Alors évidemment, comme ils ont quitté l'autre côté du métal, en réalité, on a une densité surfacique de charge positive de l'autre côté. De toute façon, le résultat, c'est que tant qu'il y a un champ électrique qui est encore sensible dans le métal, comme les électrons sont parfaitement libres de bouger, ils vont finir par aller se coller en surface. Et au bout d'un moment, ils se seront mis de telle manière qu'ils compenseront à l'intérieur du métal exactement le champ électrique que l'extérieur tente d'imposer. Et c'est à cette condition-là que tout va s'arrêter, qu'on va revenir dans le régime statique, qui est celui qui nous intéresse, parce qu'on fait de l'électrostatique. Ça signifie qu'en fait, à l'intérieur d'un métal, le champ électrique est forcément toujours nul. S'il n'est pas nul, alors les charges peuvent bouger, elles vont bouger, de manière à compenser le champ. Donc, il est toujours nul, c'est le premier point hyper important. Comme on sait que le champ E, c'est moins le gradient de V, si on a un champ nul, c'est qu'on a un gradient nul. Et si on a un gradient nul, ça veut dire que V est une constante. Donc, un morceau de métal, c'est une sorte de grosse... Alors, d'habitude, c'est plutôt des surfaces équipotentielles. Là, non, là, c'est un volume équipotentiel. Tout le volume est au même potentiel. Ça ne veut pas dire que ça obéit plus aux lois classiques de l'électrostatique, mais n'empêche que tout le volume est au même potentiel. Et toute la charge est en surface. En réalité, il ne peut pas y avoir de charge en volume. Ok. Maintenant, on va voir aussi qu'à la surface, E, on a un champ électrique E qui est égal à sigma sur epsilon 0 fois n, la normale sortante. Ça, c'est le théorème de Coulomb. On va l'établir juste après, mais donc ça donne une idée du champ à la surface imposé par la distribution de charge. Maintenant, on va faire un petit exercice d'imagination supplémentaire. Si on prend un conducteur et qu'on le creuse, on le creuse. À l'intérieur, ici, du conducteur, vous avez bien sûr E égale à 0. Alors, comment est-ce qu'il se débrouille pour maintenir E égale à 0 ? C'est simple, il va faire apparaître... Il y a des charges qui vont se mettre à l'extérieur de manière à compenser exactement un champ électrique extérieur. Et éventuellement, s'il y a un champ électrique intérieur, je ne devrais pas le dessiner de la même manière, mais c'est un autre champ électrique, il y a aussi des charges qui vont se mettre là de manière à le compenser. Au final, ce qu'on voit, c'est que le morceau de conducteur,
Parce que les charges intérieures ne dépendent que de ce qui se passe à l'intérieur, les charges extérieures que de ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, le morceau de conducteur se comporte comme une sorte d'isolant, ça va isoler l'intérieur de l'extérieur complètement d'un point de vue électrostatique, électrique. L'intérieur ne ressent pas le champ électrique de l'extérieur et inversement. Et ça forme ce qu'on appelle une cage de Faraday. Alors, voici un exemple tiré d'un monument de la culture cinématographique. Donc on a ici en réalité un geek expérimentateur héros qui construit des machines dangereuses à base de bobines de Tesla, mais heureusement c'est pas grave parce qu'il est dans une cage de Faraday. Alors une cage de Faraday, pour qu'elle soit constituée, n'a pas besoin en réalité d'être parfaitement pleine du moment qu'il y a suffisamment de conducteurs pour amener suffisamment de charge et compenser ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, du coup, les grosses décharges. Et donc, du coup, à l'intérieur, le héros geek est parfaitement protégé de ces affreuses machines. Voilà. Donc, c'est une cage de Faraday. Vous, de votre point de vue, d'un point de vue un peu plus pratique, vous ne construisez pas de bobines de Tesla et vous n'êtes pas souvent dans des cages de Faraday. Encore que, en réalité, à partir du moment où vous prenez votre voiture, vous êtes dans quelque chose qui est électriquement isolé de l'extérieur parce que, mis à part les fenêtres, en général, votre voiture, elle est métallique et vous pouvez considérer que vous êtes protégé par sa carcasse des interactions extérieures et éventuellement des éclairs. Donc pas de souci à se faire quand vous êtes à l'intérieur d'une voiture, vous n'êtes pas comme sous un arbre à la merci des éléments. Bien, c'était juste un aparté. Maintenant, on va repasser à quelque chose de moins drôle et au théorème de Coulomb. Alors, pour établir ce théorème de Coulomb et trouver le champ à la surface d'un métal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer qu'on zoome sur le métal jusqu'à ce que on puisse considérer que la distribution de charge qui va nous intéresser, elle est homogène. Donc, on a une distribution surfacique de charge en coulomb par mètre moins 2, et elle est homogène à l'échelle qui nous intéresse, et donc invariante par translation suivant x ou suivant y. Donc on va reprendre strictement ce qu'on avait fait avec le plan uniformément chargé. La grosse différence, c'est que on va avoir... On avait finalement les deux parties au-dessus et en dessous qui étaient symétriques dans le cas de la surface uniformément chargée, parce que c'était de l'air. Ici, la partie assurée, que je réassure, parce que ça me rassure, la partie donc assurée, c'est le métal. Et dans le métal, le champ est nul. Ça vaut le coup de le réécrire. Dans toute cette partie-là, le champ est nul. Alors évidemment, ici, il n'y a pas de symétrie par rapport au plan X ou Y. Cette symétrie-là, elle est cassée. Donc on n'a plus le E de moins Z égale E de Z. Par contre, les symétries qui restent, c'est les symétries d'invariance par translation suivant X et suivant Y. Et d'autre part, on a toujours les symétries dues au plan pi, c'est-à-dire qu'on sait qu'en ce point-là, du moment qu'on va considérer un plan qui contient l'axe au Z, eh bien, ce plan est un plan pi. Quelle que soit la façon dont il soit, finalement, dont il contient l'axe au Z, il peut être orienté un peu n'importe comment. Il peut être orienté comme ça, par exemple. Et la seule solution, c'est qu'en réalité, le champ électrique en ce point soit vertical. Et comme le champ est invariant par translation suivant x ou suivant y, il va être vertical absolument partout. Il peut éventuellement pointer vers la surface, mais il est vertical. Donc on va chercher un champ de la forme E égale un E de Z, UZ. Exactement comme avec le plan chargé. Donc on va, pour ça, appliquer le théorème de Gauss. Évidemment, vous en doutez, il y a ici une surface de contrôle. Alors je vais un peu dégager des choses, parce que franchement, voilà. On a une surface de contrôle qui est en forme de cylindre. La différence, c'est que le champ, on va là aussi diviser le flux total en 3, mais la différence, c'est que le champ est nul en dessous, dans le métal. Donc on peut dire que c'est l'intégrale sur S, alors elle s'appelle S ext,
donc le ape, donc de E scalaire ds n. Alors le n, ici la normale sortante, notre n1 en l'occurrence, et bien ici en fait le n1 il est égal à uz, la normale sortante. Donc on va directement écrire uz. Plus, alors il y a l'intégrale sur les côtés de E scalaire ds. Alors là, le NL, si on se place en coordonnées cylindriques, c'est en fait UR. Et c'est perpendiculaire au vecteur électrique qui, je vous le rappelle, est vertical. Plus l'intégrale du dessous. Ça, c'est S int. Ouais, hop. Là, voilà. Et U. Alors oui, par contre, là, c'est moins UZ, le vecteur unitaire sortant. C'est N2. Ici, c'est moins UZ. Mais on s'en fout un petit peu. On s'en fout un peu parce que... on s'en fout carrément. Parce que le champ E est nul dans le métal. Donc de toute façon, cette intégrale-là, ça fera 0. Puisque toute la surface du dessous est située dans le métal. Sur les côtés, et ben, comme le champ E il est vertical, il est suivant UZ, et que UZ scalaire UR c'est nul, du coup tout ça c'est nul aussi. Le flux à travers les côtés est nul. Il nous reste juste le flux extérieur, et lui donc c'est E. Alors il se trouve que ça va donner l'intégrale double de E de Z, UZ scalaire ds uz. Alors uz scalaire uz, ça fait 1. Et comme on est à z égale constante sur toutes ces surfaces, la surface du dessus, là, tout ça c'est à la même altitude z, alors on peut le sortir de l'intégrale, sa valeur ne va pas changer, et il nous reste l'intégrale de ds. Donc on a un truc du genre e de z s sexte. Voilà. Donc, des petits points partout. Hop. Donc, maintenant, je vais pouvoir appliquer mon théorème de Coulomb. Alors, le théorème de Coulomb, je vais pouvoir l'appliquer à condition de connaître la charge intérieure à ma surface de contrôle, donc la charge qui est dans le volume de contrôle. Cette charge, c'est pas difficile, c'est la charge qui est portée par toute cette zone-là. J'ai presque réussi. Et cette surface-là, c'est encore une fois sexte. Et par contre, la densité surfacique, c'est sigma. Donc, si on doit appliquer notre théorème de Gauss, on va écrire que c'est sigma fois sexte, tout divisé par epsilon 0. Le résultat, or, le flux, on a vu que c'était E de Z fois sexte. C'est deux choses qui se simplifient, et donc on a E de Z égale sigma sur epsilon 0. C'est-à-dire, si on le réécrit de façon vectorielle, E égale sigma sur epsilon 0 uz, mais uz c'est n, la normale en fait sortante au métal. Voilà, ça c'est le théorème de Coulomb. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va passer à l'introduction de la notion importante, c'est la notion de capacité. Pourquoi est-ce qu'on introduit cette notion? Tout simplement parce que tout ce qui va nous intéresser, c'est de savoir quand on met par exemple un morceau de métal à un certain potentiel, comment il va se charger. Quelle est la charge qui va apparaître à sa surface? Parce qu'en général, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on impose plutôt le potentiel plutôt que la charge. Alors, il se trouve que le potentiel, la charge, les deux sont liés. La charge, c'est assez simple. C'est simplement l'intégrale sur toute la surface du conducteur de sigma, qui n'est pas forcément homogène, ds. Bien. Le potentiel, lui, en un point M du conducteur, ça va être aussi une somme, c'est la somme des potentiels créés par les charges infinitésimales, les sigma ds.
Et c'est sigma ds. Alors, on se souvient hein, que le potentiel d'une charge placée à l'origine, potentiel créé par une charge, c'est Q sur 4pi epsilon 0 R. C'est juste la distance entre la charge et le point qu'on considère qui compte. Donc ici, si c'est le point P qui parcourt toute la surface, on est en 4pi epsilon 0 Pm pour calculer le champ en V de M. Alors ce qu'on voit là tout de suite, c'est que les deux expressions ne sont pas proportionnelles à sigma, mais elles font apparaître sigma, toutes les deux. Et ces deux c'est des intégrales, donc c'est linéaire. Ça veut dire que si je multiplie sigma par 2, alors Q est multiplié par 2 et V est multiplié par 2. Si je le multiplie par n'importe quel autre nombre, évidemment, donc sigma, si je le multiplie par A, Q est multiplié par A et V est multiplié par A. Du coup, on sait que en réalité les deux vont évoluer, ils vont être toujours proportionnels l'un à l'autre. On peut définir, quelle que soit la charge sigma, donc quel que soit Q et quel que soit V, le rapport Q sur V. Et ce truc-là, ça va être une constante qu'on va appeler C, la capacité. En farad. En Faraday. Hop. Maintenant, évidemment, cette capacité, c'est pas toujours simple de l'estimer, mais il y a des cas où c'est faisable et c'est relativement facile. On va en prendre un. C'est la capacité d'une sphère métallique. Alors, il faut imaginer qu'on prend notre sphère métallique, elle est seule, isolée dans le vide, si c'est une sphère. Et c'est une sphère. Et donc, elle est toute seule. On la place à un potentiel V, grâce à un fil. Bon, il faut l'admettre, mais quand on fait ça, quand elle est toute seule, on a une densité surfacique de charge qui est uniforme, homogène. Du coup, on va calculer la charge totale. Alors ça, c'est pas trop difficile à faire, puisque c'est une intégrale double de sigma ds. Comme sigma est uniforme, on peut la sortir de l'intégrale, et il nous reste sigma ds. Notre sphère, là, elle a pour rayon grand R, c'est le point O, le centre de la sphère. Ouais, je suis sûr, il doit y avoir moyen de faire plus joli, mais donc a priori, l'aire de toute cette sphère, c'est 4pi R2. Pas besoin de refaire les calculs. On connaît l'expression de la surface. Bien, maintenant on va calculer le potentiel V. Alors, V, on a le droit de le choisir en n'importe quel point du conducteur, mais il y a un point pour lequel c'est particulièrement facile de faire ce calcul, et c'est le point qui est au centre du conducteur, donc le point O. Donc on ne va pas s'embêter, c'est lui qu'on va prendre. En théorie, je dis en théorie parce que le calcul n'est pas forcément menable à son terme, mais même si on avait pris un point décalé de O, on aurait abouti au même résultat en appliquant la formule. Alors la formule, c'est simplement que l'intégrale de sigma ds sur 4pi epsilon 0, et puis il va y avoir O, en fait, puisque c'est notre centre, O, ouais, alors on va l'appeler le point là qui nous intéresse, qui parcourt toute la sphère. On va l'appeler M. Allez. OM. Et cette distance OM, comme c'est toujours sur la sphère, en réalité c'est R. Donc ça va faire sigma sur 4pi epsilon 0 R. Et on va multiplier ça par 4pi R2. Parce que ça, c'est ce qui va rester, c'est la double intégrale qui va nous donner la surface de la sphère. Bien, donc on a pour potentiel sigma sur sigma R sur epsilon 0. Voilà, sigma R sur epsilon 0, et c'est tout, en fait. Maintenant,
on va calculer la capacité. La capacité, c'est la charge divisée par le potentiel. Et ça veut dire que plus la capacité est grande, plus en réalité, pour une petite augmentation du potentiel, il va y avoir une grosse augmentation de la charge qui apparaît à la surface de notre conducteur, ici, de notre sphère. Donc, on va faire le ratio. Alors ça tombe bien. Donc la charge, c'est sigma sur 4pi R2. Hop. Divisé par sigma R sur epsilon 0. Alors, ça simplifie avec ça. Évidemment, les sigmas s'en vont. C'était un peu annoncé, en fait, puisque c'est pas la capacité n'est pas une quantité qui dépend de sigma, justement. Et il nous reste 4 pi r epsilon 0. Et voilà pour donc la capacité d'une sphère métallique en Faraday. Hop. Ça, c'est la capacité d'une sphère métallique. C'est un des rares calculs faisables. Voilà donc pour les métaux et la notion de capacité. Dans la suite, on va voir des géométries beaucoup plus compliquées, mais avec des conducteurs en face à face, et qui donc ne seront pas chargés de la même manière.